Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la DeFi, donc de la finance décentralisée, et plus spécifiquement celle qu'on va pouvoir retrouver sur l'écosystème Ethereum, qui est quand même aujourd'hui l'écosystème prédominant au niveau de la finance décentralisée, même s'il y a certains projets qui commencent aujourd'hui à faire parler un peu d'eux, notamment Terra, Solana, etc. Mais l'idée, ça va être de se recentrer sur la blockchain Ethereum et d'échanger en fait là-dessus, notamment est-ce qu'on voit un avenir sur la blockchain Ethereum et notamment par rapport à la DeFi, parce qu'il y a toute une problématique en fait qu'on voit aujourd'hui sur la blockchain Ethereum avec les frais de transaction, les transactions qui sont quand même très longues aussi à valider. Donc en effet, c'est là qu'il y a certains projets qui arrivent aujourd'hui à tirer leur épingle du jeu. Et la question légitime de est-ce que demain la DeFi sera sur Ethereum, est-ce que ça sera peut-être sur un autre projet, et comment on voit un petit peu la suite des événements avancer en fait au niveau de la progression et de l'évolution de cet écosystème. Donc toi Mickaël, déjà est-ce que tu peux présenter peut-être brièvement ce qu'est la DeFi, la finance décentralisée, même si on en a parlé à plusieurs reprises, donner peut-être une définition? Ouais, alors une définition, ça va être compliqué d'en sortir une comme ça en deux phrases, mais le principe, c'est de pouvoir accéder à des services financiers de manière décentralisée, Mm. sans être forcément obligé de valider une identité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer de KYC, et que vous avez accès à des emprunts, vous pouvez prêter de l'argent, vous pouvez faire fructifier votre argent de manière totalement décentralisée. Aujourd'hui, vous avez plusieurs écosystèmes, on va dire, qui se font un petit peu la guerre. Il y a Ethereum qui a commencé au début d'une manière la plus décentralisée possible, qui a commencé à apporter, on va dire, cette nouveauté de la DeFi. Et on s'est aperçu assez rapidement qu'il y a eu des limites, pas forcément des limites techniques, mais dans des limites en termes d'utilisation. C'est-à-dire qu'on a une adoption qui était tellement massive parce que les personnes souhaitaient absolument l'utiliser, parce qu'aujourd'hui il y a un réel besoin, que ça a complètement tout congestionné. Et après, à partir de là, on a vu tout un tas d'écosystèmes qui ont commencé à popper un petit peu autour, qui apportaient plus ou moins de la valeur, qui apportent différentes choses. Mais aujourd'hui, le gros des utilisateurs reste encore sur la DeFi Ethereum, et on le voit au niveau du market cap en fait. C'est elle qui absorbe aujourd'hui le plus de valeur. Et les plus grosses plateformes qui fonctionnent actuellement et qui stockent des milliards de dollars sont encore sur la blockchain Ethereum. Par contre, pour moi, pour l'avoir utilisé, il y a plusieurs problématiques. J'ai pas eu la chance de pouvoir l'utiliser au tout début quand ça coûtait pas vraiment d'argent. La première problématique que j'ai rencontrée, c'est qu'effectivement, ça coûte des frais qui sont astronomiques. Vous voulez passer une transaction, c'est à coût de plusieurs dizaines d'euros, voire plusieurs centaines si jamais vous faites des appels à certains contrats intelligents. Et c'est là où les autres chaînes alternatives ont apporté, on va dire, de la valeur et surtout ont permis à un nouveau public dont je faisais partie de pouvoir aller tester un écosystème qui est un petit peu similaire, qui propose à peu près la même valeur ajoutée à des coûts qui sont vraiment assez faibles. Toi, je sais que tu as plutôt utilisé la DeFi Ethereum quand ça a commencé, avec tout ce qui Mm. était AAV, Uniswap, du Earn Finance. Comment ça se passait un petit peu au début, en fait, ces éléments-là? Au début, donc moi j'ai utilisé pas mal AV, j'avais utilisé Compound, j'avais utilisé en effet comme tu disais Uniswap avec les pools de liquidité. Donc au départ, pour faire des transactions, bon c'était pas aussi rapide que ce que tu peux avoir aujourd'hui par exemple sur Polygon ou autre, mais bon c'était quand même beaucoup plus rapide que ce qu'on a aujourd'hui. Et les frais de transaction, c'était pas des centaines d'euros, mais c'était allez, on va dire pour 7, 8, 9 euros, t'arrivais à faire une transaction. Donc tout dépend du capital en fait qu'on avait, mais au début, même avec un petit capital, on pouvait rapidement ressortir avec des gains en fait. Demain, on veut investir, je dis une bêtise, mais 1000 euros sur la DeFi sur Ethereum, en fait, ça vaut clairement pas le coup parce qu'à partir du moment où tu veux déposer des fonds et suffit que tu veux utiliser deux, trois protocoles, tu fais vite plusieurs transactions et en fait, tout de suite, tes 1000 euros, tu repars, il te reste 600 euros et les rendements, en fait, tu prendras soit des risques beaucoup trop importants pour essayer de les récupérer, soit tu les récupéreras jamais parce que de toute façon, les rendements ils fluctuent quand même aussi énormément. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as parlé du lending, donc tu as parlé de l'emprunt, le fait donc de prêter ses crypto-monnaies, de l'emprunt aussi de crypto-monnaies, et tout ça, c'est des instruments financiers qui sont aujourd'hui présentés et que vous pouvez utiliser. Il y a plein d'autres instruments financiers que vous pouvez aussi retrouver sur la DeFi, mais pour ces instruments financiers-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les taux que vous voyez, c'est des taux qui sont aussi variables, ce qui représente aussi la réalité économique. Ça évolue en fonction de l'offre, de la demande. Il n'y a qu'en France, en fait, où, par exemple, dans le cas de l'immobilier, on a des taux fixes, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, un cas vraiment très spécifique à la France. Dans l'écosystème DeFi, l'idée, c'est de représenter, j'ai envie de dire pour le mieux, ce qui existait
de manière centralisée, mais en le décentralisant. Donc, de manière générale, les taux, ça fluctue beaucoup en fonction de l'offre et de la demande. Aux États-Unis, par exemple, c'est le cas. Et donc, les protocoles qui marchaient très bien, par exemple, vous pouviez vous retrouver avec des super taux d'intérêt à un moment donné sur AV, et puis 2 jours après, des taux d'intérêt qui étaient les plus mauvais du marché, et il fallait plutôt aller sur Compound. C'est de là, justement, où il y a eu l'arrivée de Yearn Finance. Moi, j'avais suivi ce projet, et à l'époque, quand il était sorti, j'avais hésité à l'époque à investir dedans quand il valait 900 euros. Bon, je m'en veux un petit peu aujourd'hui, parce que du coup, j'ai pas pu passer à l'action. Et puis en même temps, on peut pas être de partout. Mais l'idée en fait de Yearn Finance, ça va être un agrégateur de protocoles DeFi qui va vous permettre à l'issue d'une seule interface ce protocole-là va aller allouer vos actifs sur les plateformes et sur les protocoles sur lesquels vous allez avoir les meilleurs rendements. Et donc, c'est là en fait où c'était quand même plutôt intéressant parce que c'était plus à vous d'aller suivre les différents rendements, les meilleurs protocoles et de vous changer à chaque fois vos actifs d'une plateforme à une autre. Ça se fait de manière automatique, mais forcément, dès que ces plateformes-là se sont développées et qu'il y a eu des rendements super intéressants, il y a eu une augmentation de la demande et donc une explosion des frais de transaction et des délais aussi pour valider les transactions. C'est à ce moment-là qu'on a vu de nouveaux profils d'investisseurs qui sont arrivés. On avait les traders, on avait les personnes qui faisaient du holding, et ensuite on a eu du coup les farmers qui ont débarqué. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que quand vous déposiez une certaine quantité de crypto-monnaie sur une plateforme, elle vous rémunérait avec un jeton de gouvernance. Et certaines personnes passaient de plateforme en plateforme pour obtenir un maximum de jetons de gouvernance. Et ils avaient monté comme ça des stratégies assez complexes. Et ce qui a fait que en fait, la chose a explosé d'un coup. Parce qu'à partir du moment où vous expliquez aux gens qu'ils peuvent faire de l'argent très facilement, automatiquement, vous en attirez. Hein. Ça, c'est mathématique. Dites aux gens qu'ils posent 1000 euros, qu'ils vont récupérer 1000 dans quelques mois. Automatiquement, tout le monde va dessus. Et c'est pour ça qu'on a une réelle saturation. Mais en fait, je pense que ça a permis d'apporter beaucoup de choses. C'est qu'on a eu des défis et des contraintes techniques qui étaient assez énormes au lancement de ces plateformes-là. Parce que personne n'avait jamais fait ça avant. Donc, il a fallu créer, on va dire, tout en partant de zéro. Et finalement, quand on voit les nouveaux systèmes et les nouveaux écosystèmes qui sont arrivés après, dans la majorité des cas, c'est ni plus ni moins que des copies en fait de ce qui existe déjà sur Ethereum. Donc oui, c'est bien parce que ça permet de montrer comment ça fonctionne à d'autres personnes, mais il faut se souvenir que ceux qui l'ont créé et la base qui continue d'innover, hein, parce qu'on a vu Uniswap V3 qui est arrivé, qui apporte encore de nouvelles améliorations, on a AV qui continue de se développer, et on s'aperçoit que finalement c'est elles qui sont à l'origine de toutes les améliorations majeures, et les autres ne font que copier. Donc pour moi, effectivement, la DeFi sur Ethereum, elle a un avenir qui est vraiment important, du fait qu'ils aient déjà une majorité d'utilisateurs, qui drainent la majorité du trafic, et qui sont la source des innovations. Après, pour moi, c'est à condition... tout va se jouer avec la transition qu'il va y avoir avec Ethereum 2.0 parce que il repousse, mais c'est vrai que admettons que dans encore 5 ans on soit toujours avec des frais aussi importants et des temps de transaction qui dépassent quelquefois des dizaines de minutes rien que pour valider votre transaction. Franchement, pour un utilisateur classique, c'est inutilisable aujourd'hui la blockchain Ethereum, surtout si vous n'avez pas des gros capitaux. L'idée, quand vous avez des gros capitaux et si vous souhaitez investir directement sur je ne sais pas comment dire en français, mais la base layer, donc vraiment sur la blockchain Ethereum, vous allez justifier ces frais et ces transactions-là à partir du moment où vous avez un gros capital. Si vous avez plusieurs millions à investir, vous en foutez de payer 300 ou 400 euros pour rentrer facilement dans le protocole et pour sortir facilement aussi du protocole. Parce que quand on parle de yield farming, comme tu l'as dit tout à l'heure avec le fait de farmer des tokens de gouvernance ou autres. Souvent, c'est des protocoles, alors je parle pas de Compound, je parle pas d'AV ou autre, mais pour des protocoles qui sont beaucoup plus risqués, c'est là où vous avez des rendements extrêmement intéressants. Là, c'est le premier arrivé, premier servi, et c'est le premier qui sort. Et souvent, on a eu le cas dernièrement avec le projet Iron, là, qui s'est complètement crashé. En une journée, il est passé de $60 à 0,01 centime. En fait, il y a eu presque, je sais plus, je crois que c'était ce qu'on appelle un rug pull. Donc en fait, ceux qui sont arrivés le premier, c'est ceux qui sont vraiment gavés, et en fait, ceux qui avaient la capacité après de sortir rapidement leurs fonds, donc de payer des frais importants, et donc de valider leurs transactions rapidement, c'est ceux qui sont sortis le mieux, quoi. Et les derniers, en fait, c'est tous ceux comme vous et nous qui n'ont pas forcément des centaines de milliers d'euros, voire des millions à investir sur un protocole DeFi, quoi. Oui, tout à l'heure, tu parlais de rug pull, et effectivement, il faut bien se rappeler que la finance décentralisée, c'est ni plus ni moins que des contrats intelligents qui sont mis les uns à la suite des autres, hein, pour le fonctionnement. Ces contrats, ils sont plus ou moins audités. Même s'ils sont audités par des sociétés qui font ça depuis des années,
vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait un hack ou un piratage du contrat. Et ça s'est vu. L'avantage de certaines plateformes qui existent depuis plusieurs années et qui ont des fonds de plusieurs milliards qui sont bloqués dessus, c'est qu'on se dit machinalement que des attaquants essaient tous les jours de la pirater pour essayer d'obtenir ces fonds-là. Et si les personnes ne sont pas barrées avec la caisse assez rapidement, comme ça peut être le cas dans un rug pool, c'est que potentiellement on a une équipe qui est sérieuse. C'est aussi la différence entre Ethereum, qui va avoir des investisseurs qui sont effectivement, comme tu disais, plus gros, qui vont poser peut-être des millions sur certaines plateformes, avec des nouveaux écosystèmes qui finalement vont proposer des plateformes qui sont plus récentes, avec des ratios et des rendements qui sont plus récents, mais où les personnes ne laisseraient pas leur argent 6 mois, parce qu'ils n'ont aucune confiance dans la plateforme, dans les équipes. Et quand on voit à quel point les plateformes de la BSC se sont fait défoncer par des pirates, c'est des montants qui sont astronomiques en fait. Et les petits investisseurs, finalement, parce que c'était majoritairement des petits investisseurs, ils vont laisser tout leur argent sur la table. Donc finalement, le rendement qui était prévu de plusieurs dizaines de pourcents qui était annoncé, bah, ils ont perdu leur intégralité de leurs capitaux. Exactement. Donc voilà, c'est toujours le ratio effectivement risque-gain. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les plateformes d'Ethereum les plus anciennes ne proposent pas forcément des rendements qui sont astronomiques, celles qui sont basées sur la partie core, mais à côté de ça, elles ont un niveau de risque qui est quand même beaucoup plus faible que les nouvelles plateformes qui viennent de sortir. Exactement, c'est toujours un ratio entre le risque qu'on est prêt à prendre et le rendement qu'on va avoir. Après aussi, faut le mettre aussi en comparaison et face à face en fait avec les résultats que vous pouvez avoir avec le marché traditionnel. C'est-à-dire que dans la crypto, je trouve qu'on est très souvent mais très décorrélé avec ce qu'on peut retrouver à côté. C'est-à-dire que tu en as certains qui vont te dire punaise, je sais pas moi, ce protocole-là il donne du 80% par an, c'est de la merde, il me faut un truc qui donne du 6000% par an. Mais putain, mais déjà les gars, les gens je trouve qu'ils se rendent pas compte parce que pour ceux qui ont investi dans les marchés financiers ou si vous comparez tout bêtement avec votre livret A, votre assurance vie ou autre, tu as du 80% par an, mais c'est quelque chose déjà de complètement fou, quoi. Même du 10, 20%, enfin, c'est déjà énorme. En fait, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est énorme. Et c'est des opportunités que vous avez aujourd'hui avec la DeFi. Donc, pour avoir utilisé Ethereum, donc on a parlé un petit peu des inconvénients. Comme tu le disais, c'est là où tu as vraiment toute l'innovation. Après, tu as eu l'apogée un petit peu aussi et l'arrivée de la Binance Smart Chain. Toi, tu l'as pas mal utilisé, je crois, hein. Ouais, la Binance Smart Chain, effectivement, je l'ai bien utilisé. J'ai utilisé un petit peu Terra aussi, j'ai utilisé un petit peu Polygon. Et pour moi, effectivement, autant les autres, elles ont leur propre écosystème, ils n'ont pas trop envie de faire copain-copain avec Ethereum. Autant Polygon, qui est en couche 2 d'Ethereum, essaie de recentrer ça sur Ethereum. Et finalement, on s'aperçoit que les plateformes qui étaient un petit peu délaissées par les nouveaux investisseurs sont en train de redécouvrir les anciennes plateformes d'Ethereum grâce à Polygon. Donc on s'aperçoit que finalement, l'un dans l'autre, il y a des plateformes qui commencent à comprendre que l'intérêt, il est peut-être là où il était au début. Et que ça vaut peut-être le coup d'aller se développer dessus et d'aider Ethereum à faire cette mouvance. Qui effectivement, tu le disais, Ethereum 2.0, on ne sait pas comment il avance. On ne sait pas à quelle vitesse il avance. Et on a du mal à se projeter. Ça peut être très rapide, comme ça peut être dans très longtemps. Et c'est sûr qu'ils vont perdre des parts de marché. Mais est-ce qu'ils vont quand même pas garder le lead sur l'ensemble du marché sur ce secteur-là? C'est le pari qu'il faut prendre, enfin qu'il faut prendre en tout cas que nous on a décidé de prendre, c'est-à-dire que aujourd'hui on a une exposition bien plus importante sur Ethereum que sur les autres plateformes en tout cas liées aux contrats intelligents et aux applications décentralisées et c'est ce qu'on explique aussi à plusieurs reprises, c'est-à-dire que la majorité aujourd'hui des innovations, c'est sur Ethereum. Les ICO, par exemple, ça n'existait pas avant, c'est sur Ethereum que ça s'est fait. La DeFi, 99%, c'est sur Ethereum. Les NFT, c'est sur Ethereum. En fait, les grosses innovations, à chaque fois, c'est sur cette plateforme-là. Alors oui, il y a des soucis en termes de frais de transaction, en termes également aussi de validation de transactions, mais ça vient aussi parce qu'il y a une demande extrêmement importante et beaucoup d'utilisateurs. Et ça, en fait, les problématiques que vous avez quand vous avez 300 millions d'utilisateurs, forcément que c'est pas les mêmes quand vous en avez 10 000 en fait. 200 ou quelques 200, milliers. exactement. Là, on l'a vu sur la BSC. Hein. La BSC, les frais, ils sont éclatés à un moment. À partir du moment où on a eu beaucoup d'investisseurs qui sont positionnés dessus, on est passé de frais qui valaient 2-3 centimes à 50 centimes. Donc on voit que finalement, les produits qui se vantent d'être mieux qu'Ethereum, bah, quand ils se prennent de la charge, se retrouvent dans les mêmes problématiques, voire des fois même plus bloqués qu'Ethereum. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des nouveaux systèmes, des nouveaux écosystèmes qui arrivent et qui évoluent, qui proposent de nouvelles options. Alors,
Oui, ils proposent des fois de nouveaux produits, mais ça reste assez rare et ça reste assez anecdotique. Par contre, les montants qui sont mis sur ces nouveaux produits, ils sont très faibles. Donc il va falloir attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de voir si réellement ils tiendront la charge, comme a pu le faire un AV qui existe depuis déjà plusieurs années. Exactement. Et comme tu le dis, en fait, les innovations, elles ont déjà, entre guillemets, eu lieu sur Ethereum. J'avais quelqu'un là sur les réseaux sociaux qui nous avait envoyé un message en disant, mais par exemple, sur Terra, il y a le Mirror Protocol, qui est quand même une innovation assez intéressante et qu'on n'a pas retrouvé sur Ethereum. Alors en effet, il y a des innovations qui sont quand même qui existent sur Terra. Je dis pas qu'il n'y a pas, il y a que des innovations sur Ethereum, hein. Il y a plein d'autres écosystèmes qui créent aussi des nouvelles applications et des nouveaux protocoles extrêmement intéressants. Mais pour tout ce qui est dérivés synthétiques de certains jetons ou autres, ou la mise en place de produits dérivés, bah en fait, vous l'aviez déjà sur Synthetix, aussi sur Ethereum. Même si c'est Alors, différent entre Mirror et Synthetix. ouais, Mais pour avoir travaillé un petit peu avec Mirror, en fait, c'est qu'il est vraiment beaucoup plus complexe Synthetix. Synthetix avait apporté, on va dire, la première base, et après Mirror l'a vraiment développé, l'a vraiment accentué. Donc effectivement, on s'aperçoit que c'est le début de l'innovation. Après, certaines plateformes vont vraiment se spécialiser là-dessus. Terra est un peu particulier, c'est qu'il n'est pas EVM, c'est-à-dire que c'est pas une sidechain qui est pluguée sur un moteur Ethereum, comme peuvent être par exemple la Binance Smart Chain. Là, ils ont décidé de partir de zéro, et donc potentiellement, ils ont des fonctionnalités et des capacités que d'autres n'auront pas. Mais finalement, il y en a très peu qui ont fait le choix de partir de zéro, parce que ça veut dire trouver des nouveaux développeurs, ça veut dire trouver des nouvelles applications. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, Terra, c'est très limité. Aujourd'hui, il y a 2 applications qui sont vraiment fonctionnelles dessus. Alors que sur Ethereum, vous en avez plusieurs centaines. Donc oui, c'est bien. Il y a des choses qu'on va pouvoir retrouver ailleurs. Et l'idée, je pense, en fait, de la DeFi, c'est que chacun puisse aller trouver son compte, quel que soit l'écosystème. c'est ça, parce qu'en fait, on est toujours, c'est ce qu'on explique sur plusieurs vidéos. En fait, il y a toujours le côté tribalisme, quoi, de dire cette blockchain elle est meilleure que l'autre, etc. En fait, j'ai envie de dire, on s'en fout. On n'est pas là à supporter une équipe de foot, de mettre notre maillot. On est vraiment là pour essayer de pousser toujours plus loin l'écosystème. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la décentralisation, c'est l'évolution également de la DeFi. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on pense qu'en tout cas, si la transition vers Ethereum 2.0 se passe bien, eh ben, cette innovation continuera en tout cas d'apparaître et de se développer sur la blockchain Ethereum. Par contre, en effet, ça peut aussi arriver, et c'est un gros risque, si demain la transition vers Ethereum 2.0 se fait pas correctement, on pourrait avoir un mouvement important des capitaux et puis même des utilisateurs d'Ethereum sur d'autres blockchains, parce que clairement, si demain la transition se fait pas, en tant que telle, aujourd'hui la blockchain Ethereum est très difficilement utilisable, quoi, et très difficilement scalable. Oui, après, à côté de ça, elle a créé une batterie de développeurs qui lui sont fidèles. Quand aujourd'hui on regarde la création de contrats intelligents, c'est du Solidity. Et dans la majorité des écosystèmes qui se développent, pourquoi ils utilisent l'EVM d'Ethereum? C'est parce que c'est développé en Solidity. Et que Mm. déjà trouver des développeurs compétents, c'est hyper compliqué. Trouver des développeurs compétents dans le langage en question, c'est quasiment mission impossible. Aujourd'hui, il y a une pénurie de développeurs sur la partie blockchain parce que les écoles n'en forment pas. Donc, c'est beaucoup de particuliers qui vont se former au fur et à mesure. Dans les années qui vont venir, les écoles vont s'y mettre. Et qu'est-ce qu'elles feront? Elles vont prendre le langage qu'elles peuvent utiliser. Ouais, ils seront Aujourd'hui, vous solidités. allez sur Amazon, vous allez sur Google, vous tapez développement de smart contract. Premier résultat, première réponse, premier bouquin, on vous apprend à développer du Solidity. Et donc, une fois que vous maîtrisez ça, vous n'allez pas aller sur Terra ou sur une blockchain qui ne supporte pas Solidity, parce que ça veut dire que vous repartez de zéro. Et donc, c'est là aussi où Ethereum a encore un coup à jouer. Effectivement, Ethereum 2.0, ça sera l'élément majeur qui fera que ça pourra perdurer comme ça l'a fait depuis plusieurs années. Mais ils ont encore ce noyau dur qui fait qu'ils gardent l'avantage, on va dire, par rapport aux autres. Et c'est pour ça aussi que les sidechains, il y en a beaucoup qui ont fait le choix de se dire Ethereum a fait le boulot d'aller former tous les développeurs. Maintenant, on va essayer d'en amasser un maximum parce qu'on ne repart pas de zéro. C'est ça, c'est-à-dire que les sidechains, leur objectif, c'est de profiter de l'écosystème d'Ethereum, de leur base d'utilisateurs, de leurs innovations, etc. Et puis d'essayer de corriger les problématiques qu'on peut retrouver sur la blockchain principale, quoi, sur la couche principale.
Et c'est là en fait que c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on se rend compte que même aussi certains concurrents ont tout intérêt aujourd'hui à faire en sorte de travailler, j'ai envie de dire avec Ethereum, à faire peut-être une sidechain ou quelque chose, plutôt que d'essayer de recréer quelque chose de nouveau. Parce que recréer quelque chose de nouveau, comme tu l'as dit, hein, c'est apprendre un nouveau langage, c'est repartir de zéro. Et en fait, quand on a créé une boîte, quand on a une base d'utilisateurs, demain, aujourd'hui vous utilisez Windows, demain j'ai beau vous dire, tiens, j'ai un nouveau système d'exploitation qui est plus intéressant, plus fiable, etc. Une entreprise, ça va être impossible pour elle de changer des centaines de milliers d'ordinateurs comme ça, de passer de Windows à autre chose, parce que même si c'est meilleur, même si c'est moins cher, parce qu'ils ont déjà créé toute une infrastructure et tout un écosystème autour de ça en fait. Et moi je le vois un peu comme ça en fait, les protocoles et surtout sur Ethereum quoi. Oui, il y a un coût de changement qui est assez astronomique. Après, c'est vrai que les habitudes, aujourd'hui, pour les utilisateurs, elles se prennent vite. Mais quand on voit les outils qui sont disponibles, MetaMask, à la base, c'est pour Ethereum. Et on voit qu'il est utilisé sur toutes les autres blockchains. Et Ouais. finalement, quand les autres essaient de développer des portefeuilles, mais ça donnait des catastrophes. Je dis pas, il y a des choses qui commencent à être bien, qui sont un peu plus user-friendly, parce que MetaMask, pour un débutant, c'est juste infernal. Hein. T'as trop d'options, t'as des trucs, tu vas régler les gaz et autres. C'est juste pas utilisable par quelqu'un qui commence dans les cryptos. Donc les autres essaient de développer un petit peu les choses comme ça, mais on s'aperçoit que finalement, ils ont tous utilisé MetaMask et qu'après, c'est plus que de la config interne MetaMask. Exactement. Donc Ethereum, c'est la norme, et après, les autres, ils essaient de se plugger dessus. Mais tant qu'Ethereum restera la norme, c'est eux qui dirigeront le marché. Et pour moi, c'est ma vision des choses en tout cas. Et pour l'instant, je vois pas de signe qui montrera le contraire en tout cas. Il n'y a il y a aucune blockchain qui vient dire on va être la nouvelle norme, et en tout cas, on pousse dans ce sens-là. Après, est-ce que ça veut dire, parce qu'il y en aura beaucoup qui vont dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir que de l'Ether ou autre? On dit pas ça. Vous pouvez vous protéger dans un investissement classique. En fait, vous pouvez très bien vous dire, comme personnellement ce que je fais, de prendre les principaux aussi concurrents. Moi, je sais que j'ai par exemple de l'ADA, j'ai du DOT, j'ai également de l'Ether, mais en plus grande mesure, je vais avoir plus d'Ether parce qu'aujourd'hui, c'est le dominant en fait de l'écosystème, qu'on le veuille ou non. Ça ne veut pas dire à 100% que ça sera lui demain. Mais comme tu le dis, le marché aujourd'hui nous montre que pour l'instant ça reste le leader et qu'il n'y a rien de pire en fait d'aller contre tendance quoi. Si le marché, si les chiffres nous montrent que la direction aujourd'hui, les développeurs, les talents vont sur Ethereum et que les innovations se font là-dessus, ça serait bête en fait de se dire je vais pas en profiter ou du moins je vais pas placer une partie en tout cas de mes actifs là-dessus. Personnellement c'est comme ça que je le vois quoi. Ouais, après, moi, ce qui me fait un petit peu peur, mais j'investis aussi, je suis pas maximaliste d'Ethereum, donc j'investis aussi sur des concurrents. Et en fait, là où je vois certaines structures qui ont un coût à jouer, c'est qu'en fait, on a Binance, par exemple, qui a des capitaux qui sont juste astronomiques, avec un PDG qui est à 300% dans la tech et qui est prêt à développer, et qui est prêt surtout à mettre la main à la poche pour aller chercher du développeur, pour aller faire développer des propres applications sur son écosystème. Donc là, il y a, je pense, un sacré coup à jouer. On a FTX aussi, hein, qui est très gros dans ce milieu-là, qui font ça un peu en sous-marin encore à l'heure actuelle. On n'entend pas trop parler sur l'écosystème Solana, mais qui commence à avoir deux, trois aspects intéressants. Et en fait, on s'aperçoit que ce qui a été fait par Ethereum, des fois en plusieurs années, parce que il a fallu trouver les fonds, parce que c'est des développeurs qui sont indépendants et autres, peut-être fait en quelques mois finalement avec ces sidechains-là, où les PDG ou les grosses structures vont injecter des millions de dollars pour aller chercher les meilleurs des autres blockchains pour aller les faire travailler chez eux. Donc, il y a potentiellement effectivement un risque que on ait comme ça un changement de tendance, mais à l'heure actuelle, c'est pas trop encore en ligne de mire. Mais potentiellement avec les fonds, on sait jamais. Hein. Les utilisateurs ils suivent l'argent, les développeurs ils suivent l'argent, et ceux qui ont l'argent ils dirigent un petit peu le développement. Exactement. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous décidez d'investir, en tout cas nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'une position que vous avez aujourd'hui, ça doit toujours être remis à jour, quoi. Nous, notre investissement, on se dit, ok, la vision qu'on avait il y a un an ou il y a 6 mois, est-ce que c'est toujours la même aujourd'hui? Est-ce que le marché nous montre des choses différentes? Est-ce qu'il faut qu'on change notre état d'esprit? Il ne faut pas que vous soyez bloqué à une seule vision, quoi. Parce que le marché, il bouge énormément, surtout le marché des cryptos, et c'est pas parce que vous aviez une vision il y a un an que ça doit absolument être la même aujourd'hui. Si tout vous montre aujourd'hui que le projet dans lequel vous avez investi, il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas de développeur, il n'y a aucune innovation, enfin voilà, à un moment donné, il ne faut pas s'accrocher à son investissement parce que c'est son bébé. Nous, on le voit vraiment comme étant... on essaie vraiment d'enlever tous les biais psychologiques et surtout les contraintes
affective, quoi. On n'est pas là à se dire, voilà, si demain on se rend compte que, je sais pas, moi, le projet dans lequel j'ai investi, tout me dit que finalement il n'y a pas d'avenir et le marché me montre que j'ai tort, je vais pas m'accrocher dessus parce que je pense que c'est le meilleur projet. C'est pas parce que je pense que le projet, ça sera le meilleur projet que ça sera vraiment le cas. Voilà, c'est le marché qui décide et à un moment donné, il faut savoir écouter le marché, quoi. Exactement, tu as tout à fait raison. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Vous nous direz, comme d'habitude, votre retour dans la section commentaires. Est-ce que pour vous, l'innovation et tout ce qui se passe en fait au niveau de la DeFi, ça va rester sur Ethereum ou est-ce que ça va plutôt se déplacer peut-être sur d'autres écosystèmes? Et si oui, quels écosystèmes aujourd'hui vous semblent intéressants? Est-ce que par exemple l'écosystème de Polkadot, Solana, Terra, Cardano ou autre, est-ce que vous aimeriez qu'on fasse des vidéos peut-être plus approfondies là-dessus? On a déjà quelques idées en tête, mais on aimerait quand même avoir votre retour là-dessus parce que ça demande quand même pas mal de boulot. Comme d'habitude, mettez-nous un like, mettez des commentaires, partagez les vidéos parce que ça améliore le référencement de notre chaîne YouTube et nous, ça nous encourage à continuer ce qu'on fait. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous retrouverez le lien de notre guide dans la description de la vidéo. Vous aurez toutes les étapes pour pouvoir investir correctement sur le marché des crypto-monnaies. Et clairement, si vous partez de zéro, vous ne savez pas par où commencer, ça vous aidera énormément. On vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous! Salut!